Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 6e étape du Tour de Catalogne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape qui n'était pas évidente du tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts TikTok juste après l'arrivée des grandes compétitions, autant vous dire que demain il va y avoir du contenu sur YouTube pendant la journée. Et puis, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et demain, ça va être important parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire une vidéo, 2 vidéos. 3, ça c'est sûr que non, mais j'aurai peut-être le temps de faire à la fois Gand et à la fois Tour du Catalogne, mais c'est pas sûr. Donc voilà, il peut peut-être y avoir des surprises de ce côté-là, du côté du programme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Tour de Catalogne, étape 6. Alors déjà, je veux saluer les organisateurs. C'est pas tous les jours que je le fais, mais c'était une étape qui était très très bien conçue. Au niveau du parcours, on avait une grosse difficulté à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, qui a décanté le peloton, ce qui nous a donné du spectacle sur les 2 difficultés d'après. Ça a créé du mouvement parce qu'il n'y avait plus les équipiers, qu'il y avait certains leaders qui avaient sauté. Je trouve que cette conception-là d'étape, elle est très intéressante. Je trouve que le col de Pradel, c'est quelque chose qu'il faudra remettre au programme du Tour de Catalogne, parce que c'était très très bien. Mais tout ce final était très intéressant. Comme quoi, il ne faut pas toujours forcément mettre la plus grosse difficulté à la fin. Moi je me souviens notamment Carapace quand il prend le maillot rose sur le Tour d'Italie, il prend le maillot rose sur une étape où il y a un gros faux plat en fin de journée, mais la grosse difficulté elle est genre à 30 bornes de l'arrivée. Sauf qu'il arrive à attaquer, il arrive à faire la différence et ensuite derrière ça se regarde. C'est peut-être des formats de parcours qu'il faudra faire, vu qu'on a quand même des coureurs qui attaquent maintenant de plus en plus loin, de créer de l'animation de plus en plus loin, de mettre les difficultés de plus en plus loin. Grosse difficulté, ça peut peut-être avoir un intérêt. Bon, par contre, au niveau sécurité, au niveau des motos, il y avait des petits soucis. Pogacar a bien fait de taper sur la moto parce qu'il y a un moment, elle était beaucoup trop proche et dans ce cas-là, normalement, le motard s'écarte. Mais là, il avait décidé de ne pas s'écarter et de bien gêner Pogacar. Bon, on savait que ça allait être l'étape majeure de ce Tour de Catalogne et on n'a pas été déçus du spectacle. Alors certes, certains vont retenir que Pogacar qui a dominé. Sauf que derrière, on a du spectacle. On a Mas, Bernal, on a Vlasov qui explose. On a les Visma Leasebike qui passent aussi à côté. On a quand même pas mal de choses qui se sont déroulées aujourd'hui. Il y a eu pas mal de situations de course, de stratégies. C'était assez intéressant, je trouve, à voir. Alors oui, certains vont retenir que Pogacar. Pogacar a été impressionnant, c'est vrai que le suspense pour la victoire, on n'en a pas gagné longtemps, on n'en a pas gardé longtemps, mais par contre derrière, pour la bagarre pour le podium, voilà, il y a eu des duels à distance qui étaient très intéressants et parfois des erreurs de certains coureurs. On a le retour de Bernal, on a le retour, la Visma s'est encore plantée. Beaucoup de dénivelé, il y avait 4000 mètres de dénivelé, c'est pour ça que ça a créé aussi des gros écarts à l'arrivée. Et forcément les meilleurs sont devant et ont pu creuser de cet écart parce que 4000 mètres de dénivelé positif, on est mi-mars, enfin on est 23 mars, donc ça reste quand même, peut-être, je pense que c'est la première journée où on est à 4000 mètres de dénivelé positif. C'est déjà dur quand c'est au moment du Tour de France ou du Giro, mais au Tour de Catalogne, ça reste quand même encore plus compliqué de passer ce type de journée. Puis avec très peu de moments de repos aussi, Donc c'est ça qui a créé la difficulté. Mais moi j'ai trouvé que cette étape était pas mal, mais vraiment parce qu'elle était bien conçue. Alors on dit toujours c'est les coureurs qui font la course, mais si le parcours est pas bien fait, je suis désolé, mais déjà il faut proposer de la carotte aux baroudeurs. Et il faut aussi pas forcément faire que des montées sèches, comme on a peut-être trop souvent le cas sur la Vuelta, et être intelligent dans la manière de concevoir les parcours, de mettre les difficultés. Alors, parfois on ne peut pas le faire parce que géographiquement, au niveau de la topologie du terrain, tu ne peux pas le faire, mais quand tu peux le faire, c'est intéressant. Ça peut être pas mal. Et là aujourd'hui, je trouve que l'étape était très très bien conçue dans son déroulé.
Il faut saluer les organisateurs, parce que je critique souvent les organisateurs sur notamment c'est trop dangereux, le final trop technique et ce genre de choses, mais là c'était bien fait. Donc il faut saluer les organisateurs du Tour de Catalogne. Je crois que c'est toujours ASO Catalogne, j'ai pas revérifié. Je crois que c'était ASO qui faisait Tour de Catalogne. Je vais vérifier tout de suite. Avant de vous donner la réponse, et bien tout de suite, les coureurs au top. Attaque de Marlou! Ça a l'air d'être compliqué. En fait, le Tour de Catalogne, c'est géré par une organisation, mais je pense qui est chapeautée par ASO, parce que c'est le site d'ASO qui met en avant la course. Donc je pense que ASO est derrière. Je pense que ça doit être peut-être comme la Vuelta. La Vuelta, il faut savoir que c'est 51 ASO, 49 les anciens organisateurs espagnols. Donc c'est peut-être un marché comme ça avec ASO. Bon, c'était pas notre priorité. On passe au coureur au top. Premier coureur au top aujourd'hui, Tadej Pogačar, le coureur qui a été très très fort. Le coureur de la UAE encore aujourd'hui, quand il part à 30 bornes de l'arrivée, tu sais très bien que ça va. Personne va réussir à suivre, quoi. Et il y a une facilité, on va dire, à faire le premier écart. Mais tu sens qu'aujourd'hui, l'objectif était peut-être autre que ce Tour de Catalogne. Il a déjà sécurisé la victoire depuis bien longtemps. J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, il voulait montrer à Vingegaard, regarde, moi je suis aussi en capacité de le faire, de faire 30 bornes dans une étape comme ça difficile. Et je pense qu'il y avait un petit côté comme ça, un petit côté... je veux montrer quand même à distance à mes adversaires que je suis au-dessus et que je suis largement au-dessus d'eux. Tu vois, il y avait un petit côté comme ça et montrer, j'ai l'impression, à Vingegaard, peut-être à Remco Evenepoel aussi, mais à ceux qui ne sont pas présents sur ce Tour de Catalogne, que Pogačar, il est là et il arrive avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'efficacité. L'avantage aussi d'avoir peu couru, c'est que on sent que la fatigue, il en a moins que certains de ses adversaires, peut-être qu'un Vlasov par exemple, qui subit un petit peu plus. Donc Pogačar très fort, bien emmené par la Visma Leasebike, on y reviendra, mais c'est vrai que le travail qu'a fait la Visma Leasebike pendant toute la journée a rendu la course encore plus difficile, ce qui a forcément aidé l'homme fort de cette course, qui était Pogačar. Plus la course est dure, moins on peut faire de coups stratégiques. Milan-San Remo, pourquoi on fait faire des coups stratégiques? Parce que c'est pas une course qui est très dure au niveau parcours. Donc c'est pour ça qu'il faut bien jouer au niveau tactique. Plus c'est dur, moins la tactique a d'importance. Et plus les coureurs qui sont costauds, quand on dit que ça se fait à la pédale, c'est que ça veut dire que les coureurs costauds en fait s'en sortent et les coureurs qui sont pas en forme, ils peuvent pas tenter de choses, ils peuvent pas anticiper, parce que de toute manière ils vont se planter. Et je pense que le travail de la Visma Leasebike a énormément aidé Pogačar à durcir la course sans avoir à utiliser ses équipiers. Ensuite, il faut quand même dire qu'il est bien entouré. Almeida, Solé étaient là pendant très longtemps aussi. Et forcément, ça aide. Parce qu'on n'en a pas énormément parlé, mais il a quand même deux... Alors, il y a une majorité de l'équipe qui, pour moi, est passée à côté. Mais je trouve que Pogačar, avec Marc Solé et avec Almeida, ça marche bien. C'est vrai que ça soit Sivakov ou que ça soit Jevine, ça a été plus difficile sur cette épreuve. Mais oui, ces adversaires ont vraiment subi encore aujourd'hui. Après, certains diront il y a un gros écart, mais il faut essayer de comprendre pourquoi il y a un gros écart. Pourquoi il y a un gros écart? On ne s'attendait pas forcément à ce que ça soit Bernal, l'adversaire numéro 1 de Pogačar. C'est-à-dire, pour moi, sur cette course, il y a quand même des leaders qui sont passés à côté. Les Visma Leasebike, Simon Yates, par exemple, passe à côté. Qui aurait pu peut-être un peu plus menacer Tadej Pogačar. On voit aussi Vlasov aujourd'hui a vraiment souffert dans cette étape. Enric Mas a quand même repris extrêmement tard, donc il n'est pas encore en situation vraiment au top de sa forme. C'est pour ça que les écarts sont importants, parce que tu vois que dans le top 5 tu as un Chris Harper par exemple qui est dans le top 5 de la course. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait Chris Harper, par exemple Martinez il a 3 minutes. Vu les efforts qu'a fait Pogačar, je dirais que c'est presque un écart raisonnable. Il a 5,52, ouais, non, il est un peu plus loin. Mais oui, les écarts sont énormes, mais en même temps, les adversaires majeurs n'ont pas tenu la baraque.
Il n'y avait pas non plus une grosse adversité. Tu n'avais pas Vingegaard, tu n'avais pas Carlos Rodriguez, tu n'avais pas Remco Evenepoel, tu n'avais pas Roglic non plus. Des coureurs qui auraient peut-être un peu plus menacé le Tadej Pogačar, qui auraient aussi peut-être fait un peu plus peur sur le papier. Parce que là, Tadej Pogačar, il savait qu'il avait quand même une marge de sécurité sur ses adversaires. Et en plus, le fait de perdre face à Nick Schulz l'a peut-être rappelé à l'ordre en se disant, certes, les autres sont plus faibles que moi, mais si je cours mal, je peux pas m'imposer. Et il faut que je cours quand même de manière correcte. Il faut quand même que je mette un petit peu d'implication. Et là, aujourd'hui, il a vraiment mis une grosse implication dans son travail. Et c'est pour ça que les écarts sont importants sur cette étape, mais parce qu'il a voulu faire mal. Même si on voit que sur les 5-6 derniers kilomètres, il ne creuse plus forcément d'écart. Là aussi, avec le groupe Landa-Bernal, il creuse pas tant que ça au début. Mais ensuite, dès qu'il accélère, c'est bon. Sur le plat, notamment entre les deux côtes, c'est là où il fait vraiment l'écart. Mais ensuite, il stabilise l'écart, hein. Il a été aussi un petit peu gêné par les motos à un moment, mais il n'a pas réussi à en remettre plus par rapport à Landa et Bernal, qui finissent à 57 secondes quand même, hein. L'écart est important, mais c'est fort de la part de Pogačar, mais en même temps il part à 30 bornes de l'arrivée, hein. Donc il voulait faire ça, mais il pourra dire merci à la Visma Leasebike. La difficulté dans cette course qu'a mis la Visma Leasebike l'avait beaucoup aidé. Parce que ça lui a permis de ne pas utiliser tant que ça ses équipiers. Donc là aussi, hein, quand les adversaires font des erreurs, ça te profite, ça te permet de créer des écarts encore plus importants. Deuxième coureur top, c'est Bernal. Alors Bernal disait je veux pas vraiment m'enflammer à l'arrivée de la course. Alors peut-être pas t'enflammer, mais tu peux quand même revenir à où t'en étais il y a 2 ans. T'étais allongé dans un lit. À la situation dans laquelle tu es aujourd'hui en 2024, après une année 2023 qui a quand même été galère, ça fait du bien de le revoir, encore une fois. Je trouve qu'il a encore du mal, j'avais dit lors de l'étape de mercredi, il a encore du mal sur les longues montées. Je pense que c'est là-dessus où il est encore en difficulté, parce que je pense qu'il a plus de repères forcément sur ces montées-là en course, en étant aux avant-postes. Donc dans sa gestion de l'effort, il y a peut-être des progrès à faire là-dessus. Par contre, sur sa saison, aujourd'hui, il a déjà, je pense, marqué plus de points au niveau Pro Cycling Stats que l'année dernière. Il a déjà marqué, je pense, plus de points UCI que l'année dernière, Bernal. Et là, il fallait tenir la roue de Landa, il fallait revenir sur Landa, il fallait tenir la roue de Landa. Landa est quand même en très grande condition physique. Sur cette course, parce que j'en parle plus après de Landa, mais il est quand même en très très grande condition physique. En plus, autant les jours derniers il était un peu seul, autant là il y a eu quand même Jan Hirt qui a fait du bon boulot. Alors, il y avait eu aussi le Cerf, je sais plus mais c'est vrai qu'on n'a pas vu Van Wilder, mais là Jan Hirt fait aussi une course intéressante. Il se place pour être équipier de Remco pour les Tours de France. Et puis oui, Bernal, il a été très très bon cette semaine. Moi, à la place de Arensman, je commencerai à m'inquiéter parce que Arensman, jusqu'à maintenant, chez Ineos, n'a pas montré grand-chose. Avec un Bernal qui retrouve une bonne condition physique. Un Geraint Thomas, certes, qui n'est pas incroyable, mais Geraint Thomas, il n'est jamais bon en mars. Il va être bon lorsqu'il va y avoir l'échéance en mai ou en juillet du côté de Geraint Thomas. Je serai Arensman, je commencerai à m'inquiéter pour mon statut dans l'équipe. Parce que pour l'instant, Arensman, il n'a pas montré grand-chose. Et Bernal retrouve une bonne condition physique. Geraint Thomas, il est toujours là. Il y a Rodriguez également, qui a eu un début de saison compliqué. On va voir comment ça va se mettre en place ensuite. Voilà, Arensman, c'est celui qui a beaucoup à perdre, je pense, chez Ineos. Et puis donc, très belle performance de Landa. Et puis j'ai bien aimé, en plus, Landa qui laisse les bonifs à Bernal. Voilà, de toute façon Bernal l'a dit qu'ils avaient très très bien collaboré et qui a remercié Landa. Ça fait du bien de voir que parfois on peut collaborer en étant adversaire et qu'on peut collaborer, ça se voit, je dirais plus tant que ça dans le cyclisme. On a souvent des groupes où il y a une mauvaise entente. Et ben là on voit que Landa Bernal ils ont eu un objectif commun qui était de prendre de l'avance sur les adversaires du groupe Vlasov et puis tenter de limiter la casse par rapport à Pogačar, et je trouve qu'ils ont bien fait le job aujourd'hui. Troisième coureur top, c'est Chris Harper. Je m'attendais à ce que ça soit peut-être... Alors Chris Harper, je me disais,
certes, il est en forme, mais au fond de moi, je me disais, est-ce que ça va pas craquer pour Chris Harper? Est-ce que il n'y a pas un moment où il va se prendre un peu un mur dans la gueule et il va peut-être sortir du top 10 parce qu'il va avoir un jour sans? Bah non. Aujourd'hui, il est cinquième de l'étape. Je pense qu'il peut même être frustré ce soir parce que Enric Mas n'était pas très loin et peut-être que s'il y avait une meilleure entente dans le groupe, peut-être que s'il avait attaqué un petit peu plus tôt, ça aurait pu le faire. Mais Chris Harper a été vraiment très bon encore aujourd'hui. Il revient fort sur Mas quand même, hein. Dans le final avec Tiberi aussi qui a été costaud encore. Et donc du côté de Chris Harper, très très bonne journée. Alors c'est pas un mauvais coureur Harper, mais c'était souvent en équipier dans les formations précédentes. Et comme je vous l'ai dit, voilà, il est en fin de contrat chez Jayco. Je pense qu'il a envie de se montrer. Il aura 30 ans l'année prochaine. Donc ça laisse encore la possibilité d'être performant pendant au moins 4 ans. Au moins 3-4 ans hein, du côté de Chris Harper. Ça pourrait intéresser des équipes quand même, un coureur à la Chris Harper. Hein. C'est-à-dire que s'il arrive à confirmer sur d'autres épreuves, ça peut être intéressant, mais il fait 12e de Paris-Nice. Là, il fait pour le moment top 5 sur cette Vuelta, sur ce Tour de Catalogne, pardon, si je ne me trompe pas. Il est 6e, pardon, mais il est à égalité de temps avec Enric Mas, donc ça peut peut-être rentrer dans le top 5. En sachant que Vlasov va peut-être être en difficulté également demain. Donc non, c'est très très bien ce que fait Harper, et à 29 ans, de le voir performer, encore une fois, c'est très intéressant. Déjà l'année dernière, il y avait eu des choses pas mal, notamment sur le Tour de France, mais il avait souvent ce rôle d'équipier. Là, on a l'impression qu'il supporte bien ce statut de leader. Donc très très bon résultat. Et puis bon, on va voir s'il va rester dans cette formation ou s'il va être intéressé d'aller voir ailleurs. Parce que, encore une fois, il y a des équipes qui pourraient être intéressées par le statut de Chris Harper, notamment en deuxième division, et qui pourraient avoir des invitations sur des grandes courses l'année prochaine. Pourquoi pas la Q36.5 pourrait être intéressée par un profil à la Chris Harper. Hein. Donc, ouais, ça peut être intéressant. Et c'est bien qu'il se montre aussi, parce que son agent va être content. Je pense, ça va faire monter les enchères. Puis je termine avec Lenny Martinez. Petite déception pour Lenny Martinez, c'est qu'il perd un petit peu de temps aujourd'hui sur Tiberi et que l'écart avec Tiberi, il est, au général, il est réduit parce que les deux sont quand même proches. Il y a 31 secondes entre les deux, donc ça reste quand même proche. Avant demain, il peut se passer des choses. Aujourd'hui, il fait encore une fois le job. Il est 8e de l'étape. Moi, je pense qu'il a encore été... alors, il a bien été tracté sur la fin par Joao Almeida, mais je pense qu'il aurait peut-être pu tenter des choses. Il n'a peut-être pas tenté beaucoup de choses, Martinez. On l'a vu à un moment, il était à l'arrière du groupe Vlasov. Il tentait pas grand-chose. Alors, d'un côté, je peux le comprendre parce qu'il a un maillot blanc et qu'il veut défendre son maillot blanc, je pense, et qu'il veut surtout pas subir une défaillance. Et de l'autre, je me dis... il rate quand même l'accélération de... Enfin, il n'arrive pas à suivre totalement la roue de Tiberi. Alors, il perd que 2 secondes aujourd'hui. Il passe de 33 à 31 secondes. Mais ça veut dire qu'il reste sous la menace de main. Et je me dis qu'il ne faudrait pas que ça devienne une idée de courir un petit peu à la Gaudu. C'est-à-dire de courir avec le frein à main, de ne pas tenter grand-chose. Ce que fait assez souvent David Gaudu. David Gaudu essuie, mais il n'attaque pas tant que ça, David Gaudu. Martinez, pour moi, il a vraiment les qualités pour faire les différences en attaquant. Donc, il a ses qualités de punch, qu'on n'a pas tant de coureurs que ça qui sont grimpeurs. Donc, pour moi, un coureur comme Martinez, il doit attaquer. Alors après, je peux le comprendre aujourd'hui. Demain, je serais déçu s'il n'y avait pas une petite attaque de Martinez. Je pense que le terrain convient à Lenny Martinez demain. Je me dis, bon, tu vois, le top 5, il est accessible. Aujourd'hui, Martinez, il est à 5,52. Vlasov, il est à 5,46. Alors, certes, il y a la pression de Tiberi. Mais est-ce que Tiberi, ça va lui convenir demain? Je sais pas. J'ai un petit doute. Martinez, ça peut vraiment lui convenir demain. Donc, je me dis que peut-être qu'il faudrait arrêter un peu de courir sur la défensive et peut-être tenter quelque chose
de lancer des grosses hostilités, parce que bon, c'est bien d'avoir des résultats, de faire 7 ou 8, mais sans se montrer, ça fait un peu la technique Kelderman, et ça manque un petit peu de panache. Voilà. Donc certes, aujourd'hui il fait le boulot, c'est pour ça que je le mets au top, parce qu'il fait le job. Bon voilà, il perd juste 2 secondes, on va dire, sur Tiberi. Bon, c'est un petit peu dommageable qu'il n'ait pas pris de l'avance sur Tiberi. Mais Tiberi est un petit peu plus vieux, il faut le rappeler aussi que Martinez. Mais par contre, ouais, demain, j'aimerais une petite attaque, parce que bon, ça serait un petit peu dommageable. Pour l'instant, il ne fait que suivre Martinez. Ça serait bien qu'il déclenche peut-être une petite hostilité. Et une petite attaque, surtout. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, la Visma Lease the Bike. Bah oui, la Visma Lease the Bike aujourd'hui. Déjà, alors quand je les ai vus rouler en tête de peloton, alors le direct a pris juste avant, on va dire, qu'il commence à être en difficulté. Mais quand je vois toute la Visma Lease the Bike en tête de peloton, je me dis, c'est risqué quand même. C'est risqué quand tes 2 leaders pour le moment ont plutôt montré des signes de faiblesse, que ça soit Uttebrook, que ça soit Sepkus. C'est pas forcément en plus. C'était une côte avec gros pourcentage. Pour moi, Pogačar, c'est là où il est dans son élément, parce que c'est là où il est en capacité de faire mal. Il fait déjà mal à Vingegaard dans ce genre de situation. Donc je me disais, c'est couillu de la part de Kuss de croire qu'il va peut-être réussir à faire la différence, mais je me dis, bon, il va peut-être remonter dans le classement, rentrer dans le top 5 ou un truc comme ça. Sauf que je me dis quand même, c'est hyper risqué. C'est hyper risqué parce que jusqu'à maintenant, tes coureurs, tes 2 leaders n'ont pas montré grand-chose. Et c'est compliqué de se refaire la cerise sur une course par étape. Et bah, ça n'a pas manqué. C'est-à-dire que Sepkus, il est au niveau qu'il était lors de l'étape numéro 3. À Uttebrook, il est au niveau où il était dans l'étape numéro 3. C'est-à-dire pas en capacité de suivre les meilleurs, tout simplement. Mais pourquoi avoir roulé ? Alors, est-ce que c'est Sepkus qui avait plutôt des bonnes jambes ? Parfois, vos sensations vous trompent, hein, ça peut arriver. C'est arrivé une fois à Romain Bardet. Je me dis quand même, ouais, ça serait un peu surprenant pour Sepkus. Pour Uttebrook, je dis pourquoi pas, parce que ça reste un jeune coureur et ça reste un coureur qui doit encore apprendre sur lui et se connaître. Du côté de Sepkus, on est quand même sur un coureur qui est quand même bien établi. Et qui s'est rarement planté ces dernières années. Non, je pense tout simplement que du côté de Visma, on a voulu montrer les gros bras en se disant allez, ça va peut-être passer. Sauf qu'encore une fois, quand tu as un coureur qui est pas au top de sa condition, bah, ça ne l'a pas fait, quoi. Mais c'est comme si Quick-Step, là sur le Grand Prix E3, hier, avait roulé pendant toute la journée pour Julien Lafilippe. Je dit, bon, c'est quand même risqué. Julien va de mieux en mieux, mais ça reste quand même une grosse prise de risque. Ah, ils ont un peu fait pareil, quoi. Et je trouve que c'était une erreur. Alors, encore une fois, Pogačar leur dira merci, parce que grâce à ce travail de sap, ça a été intéressant, mais ils ont quand même pris l'eau en 2 km. Que ça soit Uttebrook et Kuss. Au final, c'est Kuss même qui finit encore une fois devant Uttebrook. Je pense qu'il y a quand même un petit souci de gestion de course pour Uttebrook, parce que Sepkus finit 15e à 3,52, alors que Uttebrook finit à 5,47, 32e, alors que Uttebrook craque après Sepkus. Donc est-ce qu'il n'a pas encore fait l'erreur de vouloir s'accrocher à tout prix et d'exploser en plat vol ? Parce qu'on voit qu'il finit que 3 minutes devant Paré-Peintre, alors que Paré-Peintre il explose complètement. Donc ouais. Et au final, Uttebrook, il finit avec Geraint Thomas et Elek Nessoun, donc des coureurs qui sont loin d'être encore au top de leurs conditions physiques. Donc du côté d'Uttebrook, ouais, ça a été un tour de Catalogne un petit peu décevant pour le coureur belge. Il est quand même à 5 minutes, 4,40 de Lenny Martinez, du côté du maillot blanc. Ça fait un peu mal, voilà, par rapport à Lenny Martinez. Je pense que moralement, ça doit faire un petit peu mal. Guillaume Martin, bah, ça va toujours pas très fort pour le coureur de la Cofidis. 39e aujourd'hui à 8,40. Il n'a toujours pas les jambes. Hein. Toujours pas les jambes. Il finit juste devant Kruijswijk. Sauf que Kruijswijk, il a quand même fait le boulot pour Uttebrook. Donc ouais, non, ça va toujours pas fort.
c'est toujours compliqué quoi, pour Guillaume Martin. Et surtout, je vois pas d'évolution au niveau de la forme. C'est-à-dire, il a commencé loin. Il finit peut-être ça doit être son meilleur résultat de la semaine. Non, il avait fait 36e à Villa-des-Quintes pour le sprint. Ouais, il avait fait 26e à Port-Aîné. Donc, non, c'est même moins bien qu'à Port-Aîné. Ça manque un peu quand même de performance pour le moment. Encore une fois, assez loin sur Tirreno. Même sur le Tour des Alpes-Maritimes, il fait 8. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de résultat majeur. Seulement 50 points marqués au niveau UCI. Dans une équipe Cofidis qui manque de points. Du côté du Normand, ça aurait été bien de marquer des gros points sur cette semaine de course au Tour de Catalogne, mais sauf qu'il n'avait pas la forme, il n'avait pas du tout les bonnes jambes, Guillaume Martin. Donc assez frustrant cette semaine de course. Je m'attendais à... Ouais, j'aurais voulu un peu mieux quoi, du côté de Guillaume Martin. J'aurais voulu un meilleur niveau de performance. Dernière année de contrat avec la Cofidis, il y a beaucoup de coureurs qui sont en dernière année de contrat avec la Cofidis en passant. Donc ça crée un petit peu de discussion, on va dire, de rumeurs, du genre de choses forcément. Mais là, c'est vrai que cette semaine, il n'a pas été dans le coup. Et encore une fois, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas eu un sentiment d'évolution en termes de rythme, en termes de performance. Donc c'est un petit peu dommageable. Prochaine course, ça sera Paris-Camembert. Ensuite, en avril, il aura un gros programme pour un mec qui fait quand même le Tour de France et la Vuelta. Classique Grand Besançon, Tour du Jura, Tour du Doubs, Flèche Wallonne, Liège. Donc beaucoup de classiques au programme de Guillaume Martin et puis pas mal de courses en France surtout. Et ça commence dès mercredi prochain avec Paris-Camembert. Parce que Paris-Camembert cette année aura lieu un mercredi. Normalement, c'est un mardi, Paris-Camembert. Maintenant, c'est un mercredi. Vlasov, aujourd'hui il a explosé Vlasov. Alors je pense que c'est Paris-Nice là qu'il a eu dans les pattes. C'est vrai que c'est pas forcément facile d'enchaîner comme ça quasiment 7 jours, donc 14 jours de course. Avec seulement 5-6 jours de repos. Et dans ce repos, il faut prendre en compte le voyage pour aller quand même en Catalogne. Et là aujourd'hui, je crois qu'il a souffert Vlasov, qui perd quand même 2 minutes 38. Je me demandais vraiment pourquoi en termes de stratégie il roulait pas. Parce qu'il avait tout à perdre aujourd'hui. C'était lui qui était sur le podium et c'est vrai qu'on ne le voyait pas rouler dans le groupe de poursuite. On ne le voyait surtout pas organiser ce groupe de poursuite, ce qui était un petit peu problématique pour cette formation. Alors que tu avais Jan Hirt par exemple qui a bien bloqué les adversaires de Landa. Et je me disais, il y a un moment, Vlasov, faut qu'il roule. Sauf qu'en fait, il était à fond déjà à ce moment-là. Parce que la manière dont il explose dans le final, c'est un coureur qui était à bloc. Et donc, il ne pouvait pas changer de rythme. Et je pense qu'il s'est dit, si ça se regarde un peu, je peux peut-être me refaire la cerise pendant cette étape. Sauf qu'il ne s'est pas fait la cerise. Encore une fois, peut-être un petit peu de fatigue du côté de Vlasov. Que ça soit sur Paris-Nice, il a eu un gros travail. Il ne s'est pas ménagé sur Paris-Nice. Là derrière, sur le Tour de Catalogne, l'enchaînement des deux courses a peut-être été un peu trop difficile à gérer, surtout face à des adversaires. Je pense Bernal Landa. Bernal, je crois qu'il n'a pas fait non plus... si, il a fait Paris-Nice, pardon, j'avais oublié, oui. J'avais un doute avec Bernal. Harper aussi, qui a fait Paris-Nice, mais ça a peut-être été compliqué à gérer pour Vlasov, en sachant que Bernal avait un statut de leader, donc il n'a pas dû travailler pour un équipier. Et Harper avait aussi un statut plus de leader, parce qu'il y avait Payet sur cette épreuve-là. Donc ça a été compliqué à gérer aujourd'hui pour Vlasov. Donc une petite déception pour le coureur russe. Peut-être aussi que du côté de Vlasov, peut quand même prendre en compte qu'il perd donc 2 minutes 38 aujourd'hui. Peut-être qu'au niveau mental, c'était pas simple non plus. Après les attentats à Moscou, ça a peut-être joué également sur son niveau de performance. Il a peut-être pas passé une très bonne nuit Vlasov, s'il suivait l'actualité du côté de la Russie. Ce qui peut toucher un Marc Padoun peut aussi toucher un Alexandre Vlasov. Et puis je termine avec Maintis. Je parlais de Guillaume Martin, Maintis c'est pareil, c'est-à-dire pas d'évolution dans la semaine au niveau de performance. Ça a été très très loin toute la semaine. Il est au général à 1 heure, je crois,
Ah, 35 minutes, hein, je le voyais plus loin. Ouais, il a jamais été en grande condition hein, pendant toute la semaine. 40e à Port-Aîné, 80e à Walter 2000, 73e aujourd'hui. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est surtout pas suffisant pour Intermarché. Hein, seulement 10 points UCI marqués. Alors c'est vrai que c'est pas le mec qui fait les meilleurs débuts de saison. Mais bon, là, il est un peu nulle part. Et déjà que sa saison 2023, elle était pas bonne. Parce qu'il a jamais été dans le coup. Faudrait pas que ça se reproduise. Parce que Intermarché, ils ont besoin de marquer des points et ils ont besoin que les leaders marquent des points. Alors on a vu un petit peu de mieux du côté de Guilherme sur le Grand Prix E3. Bah, du côté du Sud-Africain, Louis Mantis, ça serait bien de retrouver une bonne condition physique. Pour l'instant, c'est trop faible du côté du coureur Intermarché. Et au ranking, je pense Intermarché, ils sont loin. Hein. En cette année 2024, l'UCI, Intermarché, ouais, ils sont 13e, donc juste devant Arkea en termes de points UCI. Mais comme Decathlon marque beaucoup de points en ce début de saison, ça les arrange pas. La Jayco est également devant eux. Donc ouais, c'est un petit peu trop léger du côté d'Intermarché, en sachant que celui qui a marqué le plus de points, c'est Tyson devant Guilherme et Georg Zimmermann. Mais qui a quand même quelques coureurs qui n'ont pas marqué beaucoup de points, mais qui sont encore jeunes, il faut bien le dire. Mais ouais, il va falloir vraiment que Mantis marque des points, parce que sinon c'est une équipe qui pourrait se concentrer seulement sur le sprint, seulement sur les classiques aussi Intermarché. Hein. Donc c'est une équipe qui essaye d'être polyvalente, mais il faut que les leaders dans ce type de format-là de course par étape arrivent à s'en sortir, parce que sinon c'est un petit peu compliqué pour cette formation. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!